c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. Tu entends, ils sont encore tués, alors pour ce peuple, je les défie. Je chante, je rappe, pour que personne n'oublie. Je jeûne, j'évangélise et prophétise sur cet album pour assurer à mon peuple sa survie. Bienvenue dans Ingeta, le peuple d'abord. Le peuple, le peuple. Bonjour chers téléspectateurs, vous me suivez sur la chaîne de CGB 24 TV Universel. Encore une fois de plus, nous sommes devant vous, devant vos écrans pour vous présenter cette émission spéciale de la Pareco, l'édition politique. Et nous avons aujourd'hui plusieurs invités. Nous allons leur demander de se présenter et vous allez donc suivre la suite de notre émission. Bonjour messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit peu? Oui, bonjour monsieur le journaliste, mon nom est Gérard Makaya, je suis membre de la Pareco. Oh, d'accord. Robert Mukolo, membre de la Pareco. Albert Mavungu, membre de la Pareco. Merci beaucoup pour vos présentations. Je crois bien que les auditeurs qui nous suivent vont vous connaître et connaissent déjà certains, surtout pour M. Robert, M. Mavungu et un nouveau, pas nouveau pour les membres de la Pareco, mais nouveau certainement pour moi, puisque c'est la première fois qu'il passe sur la chaîne de CGB 24 TV Universel pour cette édition spéciale de la politique de la Pareco. Et donc la première question que j'ai pour le premier invité, c'est concernant un peu l'actualité politique du pays. Quels sont vos avis en fait? Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle du pays? Politiquement parlant, bien sûr. Merci pour la question. Ma lecture pour la situation politique du pays à ce moment, c'est ce qui se passe en fait, les différentes tractations qui se passent au niveau du Congo. Les uns parlent de dialogue, les autres ne voient pas de dialogue. Et puis, mais en finalité, que ce soit les gens qui soutiennent le dialogue ou non, mais ce qu'on doit comprendre, on n'a jamais libéré un pays occupé par un dialogue ou par les élections. Ça ne s'est jamais fait. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais le pays est occupé, ça c'est connu de tout le monde, même les opposants sur place. Quand je lis les médias, quand j'écoute les médias sur place, tout le monde reconnaît que le pays est occupé. Et même les soi-disant marionnettes d'opposants qui sont au Congo, ils se sont rendus compte que c'est tout ce qui les peuples est au courant de ce qui se passe au Congo. Donc, la personne qui est au pouvoir, que ce soit les dialogues, qu'il y ait dialogue ou pas, lui, son objectif, c'est rester au pouvoir. Tout ce qui s'est fait au pays maintenant, on a parlé des élections. Pendant 5 ans, j'ai suivi un politicien congolais qui est membre aussi de l'opposition, mais près du peuple. Il a dit, dans les budgets du pays, ils n'ont jamais débloqué de l'argent pour, ne serait-ce pour la CENI. Oh. Mais oui, l'argent n'a jamais été débloqué. Mais comment, si réellement ils voulaient les élections, ils voulaient qu'il y ait alternance au pouvoir, ils auraient pu débloquer un peu d'argent, parce que c'était bien programmé. À chaque budget, il y avait un montant qui était alloué, que je n'ai pas à cœur, qui était alloué pour la CENI. Ça n'a jamais été fait. Et donc pour vous, ce serait un peu difficile, monsieur Albert Mukolo, ce serait un peu difficile d'organiser ces élections en 2016? Quand tout est faux, on parle de la fausseté, on ne peut que s'enfoncer dans la fausseté. Moi je crois que dans un pays grand comme un continent, qui est le nôtre, la première chose pour tout politicien devait être d'abord le recensement de la population, à qui on a affaire et qu'est-ce qu'on doit faire. Mais lorsque on se réfugie derrière certaines choses autres que les comptages de ceux qui doivent nous élire, savoir qui est là et à quel endroit, ça c'est déjà la problématique. Et ça pose un problème à l'est du pays, du pays encore la guerre. Justement, c'est ça, justement. Et ça fait plusieurs années, ça fait depuis 1885 que le Congo est occupé. Moi, je pense que les choses qu'on a mis en dernière minute, ce sont celles qui devaient être en première, c'est-à-dire que faire d'abord identifier les personnes sur le territoire national. Parce que la démocratie égale un bulletin
pour un individu. Et ça manquait. Alors on peut tout faire, on va aller vers les glissements, on va aller vers ceci. Il y a glissement parce qu'il y a le premier carreau qui a manqué. Alors, parlons un peu de cette situation des élections, puisque vous avez dit que, je crois bien que le premier invité, vous pouvez me rappeler votre prénom, s'il vous plaît? Gérard. Monsieur Gérard. Alors, Monsieur Gérard nous a dit qu'il y a un montant qui a été, en fait, aucun montant n'a été alloué pour les élections, mais si le mandat du président Kabila finit en 2016, est-ce que vous pensez qu'il serait souhaitable que notre personne, qu'il y ait une transition et qu'une autre personne qui n'est pas un membre du parti politique quelconque puisse diriger la transition pour pouvoir nécessairement ou bien réellement aller vers l'organisation des véritables élections pour qu'il n'y ait pas de problèmes dans le futur pour le pays? En fait, un politicien cherche la conquête du pouvoir. Dès qu'il prête serment, il est déjà aux affaires, il cherche à se maintenir quelque part, en tout cas pour le cas du Congo. Parce que ce n'est pas une bonne façon d'aller aux élections. Oui, tout le monde est allé aux élections en 2006, c'était très apprécié, mais la deuxième élection, vous savez comment elle a été une débâcle pour tout le monde. Et beaucoup plus tard, les choses essentielles n'ont pas été faites. Par exemple, moi je parle du recensement de la population congolaise, qui est où et à quel endroit, pour préparer, n'est-ce pas, la bonne gouvernance ou la bonne démocratie. Mais ceci n'a pas suivi. Alors tout le reste est déjà sur une certaine fausseté, et nous continuons sur cette fausseté-là. Quel que soit celui qui va arriver, ou qui va, un semblant d'élection. Moi je dis, le pays est encore occupé par des gens qui sont très malins, alors il faut les bouter dehors pour essayer d'organiser différemment les choses. D'accord. Alors, Monsieur Mavungu, dites-moi un peu, nous parlons des élections, bien sûr, qui ne sont pas encore en vue actuellement, mais j'aurais une question à vous poser qui est tout à fait simple, puisque vous êtes un membre de la PARECO. Et Monsieur Tshisekedi, je ne parle pas du père, je parle du fils Tshisekedi. Il y a des rumeurs qui courent qu'il serait nommé président, non pas président, mais premier ministre de la RDC. Est-ce que dans ce pays, pour être premier ministre, il faut seulement que ce soit le fils d'un opposant, puisque M. Tshisekedi, le vieux, est déjà très malade, et donc ce serait vraiment très difficile pour lui pour briguer pour prendre ce pouvoir, diriger en tant que Premier ministre, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que le choix du fils Tshisekedi est le meilleur choix pour la RDC? Merci bien pour la question. Voilà ce qui est regrettable pour notre continent qui est l'Afrique aujourd'hui, et pour le Congo en particulier, vu la situation que nous traversons. Le combat que nous menons dans la PARECO aujourd'hui, par rapport à l'expérience du passé, c'est de casser cette histoire de Banaya, des fils de. Oui. C'est comme si il y a un groupe par génétique, par quoi que ce soit, on droit à l'héritage des actions, des faits, de ce que les parents ou les oncles ou les tantes ont fait ou ont posé par le passé. Alors, le peuple congolais, aujourd'hui, des gens meurent ou sont morts par rapport à la situation du pays aujourd'hui. Et ces gens-là sont carrément dans les oubliettes. Mais ceux qui profitent du pays, ceux qui sont au pouvoir, qui ont réussi à s'installer par les armes, avec tous les lobbies qui les ont mis là-bas. Et derrière ça, le combat, aujourd'hui, où les gens qui sont au devant de la scène, c'est des fils des enfants des neveux d'eux. Et ce combat-là, c'est ce que nous menons aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas une façon pour stabiliser un peu le pays? Parce que plus que tout le monde, la majorité de la population, selon ce qu'on voit sur le terrain, est pour M. Tshisekedi. Au cas où, parce qu'il y a eu des élections et M. Tshisekedi s'est dit que c'était lui qui était élu à la place de M. Kabila et qu'il y a eu usurpation du pouvoir et autres. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de calmer un peu la population, de mettre le fils Tshisekedi à la place? Je reviens encore toujours à la même chose. Il y a 1 ou 2 semaines, nous avons entendu tous un gars bourré de diplômes, professeur d'université, qui est arrivé à dire ouvertement en face du monde que notre pays n'a pas mérité mieux que Kabila fils soit là. On a des compétences, des diplômés, des licenciés, des docteurs, mais la providence a fait que ce jeune-là, il n'y avait que lui seul
qui avait la compétence de diriger ce pays. Et le Congolais ou nous, le Congo, on devait quoi dans cette histoire? Et aujourd'hui, maintenant, on nous dit, pendant que le dialogue est en cours avec toute la machine qui est en train de s'emballer dans cette cacophonie générale, on nous met encore en face Tshisekedi. Il est fatigué, tout le monde le sait, mais on n'arrive pas à nous parler de son bilan de santé. Et maintenant, aujourd'hui, on nous met sur la scène que c'est son fils qui doit devenir Premier ministre. C'est-à-dire, Kabila, fils président, fils Tshisekedi, Premier ministre. Et le reste, on le met où? Le Congo appartient au fils d'eux ou au Congolais. Voilà tout ce que je peux dire dans ce genre d'histoire quand on parle de notre pays, le Congo et surtout de l'Afrique en général. D'accord, merci. Mais j'avais une autre question pour notre invité, notre premier invité, c'est comme ça que je le nomme. Quelle est la position de la Pareco par rapport à ces élections, à ce brouillis d'élections, parce que ça devient un sérieux problème. C'est comme une sorte de similitude. On voit au Congo-Brazzaville la même situation, dialogue national. On veut modifier la constitution et il y a toujours ce problème de dialogue qui se pose. Au Congo-Kinshasa, le même problème. Et qu'est-ce qui passe un peu dans les têtes de ces deux présidents et quelle est la position? Ça, c'est la deuxième question. Quelle est la position de la Pareco par rapport à ce problème des élections? Mais la position de la Pareco n'a jamais évolué d'un iota, vous le savez. La Pareco a toujours tenu son discours depuis le début de la création de la Pareco, que les pays sous-occupés. Dans la Pareco, ce qui se passe au Congo, qu'il y ait élection. Les élections, nous sommes des spectateurs pour les élections. Car nous avons toujours dit, à travers le monde, à travers l'histoire, on n'a jamais vu un pays dans l'histoire de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques, de l'Amérique centrale, l'Amérique latine, qui a été libéré par les élections. Les pays sous-occupés. Donc, la première des choses, c'est mettons dehors les occupants. Et les élections viendront après. Là, c'est une cuisine interne des Congolais. Ça prendra du temps pour mettre dehors les occupants. Quel que soit le temps que ça peut prendre, mais je vous garantis, si les Congolais se mettent ensemble, ils finiront par arriver à bouter dehors les occupants. Parce que les occupants, ils sont là parce que ce sont des lobbies étrangers qui les ont placés là-bas. Et les lobbies étrangers, partout ailleurs, ils craignent la force de la population. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Iran, avec les Shah d'Iran. Est-ce que le président qui est au pouvoir, est-ce qu'il a les moyens qu'avaient les Shah d'Iran à l'époque? Les Shah d'Iran, il a filé comme une bête sauvage. Et cette histoire, on n'en parle plus. Lui qui avait le pouvoir, lui qui avait tout ce qu'il avait, mais voilà comment il a fini son pouvoir. Pourquoi? Parce que le peuple s'est levé. Les Israéliens se sont levés, puis voilà, ils ont bouté dehors les Shah d'Iran et Ayatollah Khomeini est arrivé, il a pris le pouvoir. Lui, il était dans l'opposition, il était en dehors. C'était un résistant aussi, il fait un résistant à Ayatollah Khomeini. Bien que l'Iran, les Shah d'Iran étaient iraniens, mais il était dans la résistance, puisqu'il n'était pas d'accord avec la position, la manière dont les Shah d'Iran géraient les pays. Et voilà, les peuples s'est soulevé. C'est ça que nous demandons au peuple, que les peuples prennent conscience de la situation qui prévaut au Congo. Si les peuples continuent à se leurrer, à regarder, à applaudir ceux qui sont au pouvoir, ça sera un peu difficile que le Congo soit libéré. J'ai comme l'impression que la Pareco attend toujours quelque chose de la part du peuple. C'est-à-dire qu'on attend toujours que le peuple se soulève pour bouter dehors tous les étrangers. Mais est-ce que vous attendez, est-ce que le peuple est prêt à se sacrifier pour cette situation-là? Parce que le peuple congolais n'est pas le peuple d'Iran, le peuple congolais n'est pas le peuple de l'Amérique, je ne sais pas, de l'Afrique du Nord ou bien des pays arabes. Nous avons cette mentalité de dire « Ah, le seul parent que j'ai qui est dans l'administration, c'est lui, Imtazo Kamba famille, Somtazo Sunga famille, mais si lui, il va devant manifester dehors et qu'on le tue, qui va nous protéger, qui va nous payer, je ne sais pas, les Minerval et autant. Tout le monde a peur, tout le monde ne veut pas aller de l'avant. Alors, est-ce que vous, en tant que parti politique, vous continuerez toujours à faire espoir au niveau du peuple ou bien vous avez encore d'autres méthodes ou bien d'autres solutions par rapport à cette situation-là? Nous ne sommes pas d'abord un parti politique, ça vous le savez. La Pareco, c'est pas un parti politique. C'est une organisation de résistance contre le pouvoir d'occupation. Mais le problème, la Pareco ne veut pas s'approprier la libération à lui-même. La Pareco, c'est un moteur qui va pousser que la libération soit pour tout le monde. Il faut que tout le monde fasse quelque chose. Admettons, la Pareco a les moyens pour libérer les pays.
Mais nous ne voudrons pas que demain, les gars de la Pareco disent que si ce n'est pas nous, les Congolais n'étaient pas libérés. Nous voulons que la libération, que le peuple s'embarque pour que la victoire soit la victoire du peuple, que ce ne soit pas la victoire rien que de la Pareco. Et M. Robert, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, ce qu'il dit, c'est très vrai. La Pareco, l'Alliance des patriotes, okay? Les patriotes qui ont conscience de libérer ces pays-là. Après qu'on s'est libéré, on va se retrouver autour de la table pour discuter qui va faire quoi. Mais maintenant, qui est celui qui occupe le Congo? Le problème est là. Et comment recruterons-nous les patriotes? Moi, je dis tout de suite que tous les patriotes sont les Bantous. Les Bantous que nous sommes, nous avons une philosophie. Nous avons une façon de vivre, une façon de connaître, une façon de nous organiser. Et ça existe depuis des millénaires. Mais nous avons mis ça de côté. Nous devons rentrer. Les vrais patriotes, c'est le peuple. En fait, la médiocrité de nos politiciens, c'est en fait notre médiocrité à nous. Parce que nous ne nous aimons pas. Nous sommes d'abord un peuple Muntu. C'est la vie du peuple qui est en danger. La vie du peuple Muntu. Regardez. Depuis les années 60, le territoire bantou, du nord au sud de l'Afrique, de l'est à l'ouest, est en feu et à sang. Pourquoi? Parce que nous occupons la partie du territoire qui a toutes les richesses du monde et qui fait que ça attire tous les autres protagonistes du monde, c'est-à-dire que tous les impérialistes qui veulent s'enrichir, qui veulent payer leurs taxes, qui veulent posséder. Alors, il y a une vraie guerre contre nous. Et si tous les Bantous prenaient conscience, je pense que la Pareco devra, dans ce sens-là, faire un très bon travail, débouter dehors tous ceux. Personne, je dis bien personne, ne peut continuellement dominer un groupe de personnes. Abraham Lincoln lui-même, le président américain, il a dit « On trompe un peuple un temps et non tout le temps un peuple ». Les Bantous sont un peuple. Et c'est les Bantous qui doivent se mettre debout. Et ces Bantous-là, quand vous posez la question, est-ce que la Pareco pourra? La Pareco peut demain. Parce que si tous les Bantous prenaient conscience qu'on nous combat, nous, ce n'est pas des politiciens. Tous les politiciens sont corrompus à quelque part. S'ils ne sont pas corrompus sur l'ère spirituelle, ils sont corrompus sur les finances. Tout en sachant bien que les 100 000 $, les 200 000 $ qu'ils peuvent avoir, ça va se terminer. Et même quand ils quittent le pouvoir, quelques 20 ans après, on ne parle plus d'argent. On regarde l'histoire récente là. Ben, donc ça signifie que notre pays, il doit être pris en compte par nous, le peuple bantou que nous sommes, que nous devons prendre conscience, on se serre le coude pour la libération totale de ces pays-là. Donc ça c'est la clé que nous pouvons apporter pour tous les patriotes. Et la clé politique vient avec toutes ces susceptibilités. Et nous pensons que c'est la conscience du peuple. Voilà. La conscience passe par le message. Merci beaucoup. Et j'avais une dernière question pour M. Mavungu, puisque c'est Kinkeketifor. C'est bien ça voilà, vous avez une idée? Trifon Kinkemolo. Ah, Trifon Kinkemolo. Ah, Kinkemolo. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Pour ce monsieur, grand professeur d'université, il est éminent ou pas, je me pose la question. Il a fait ses études apparemment à la Sorbonne, qui est la grande université française. Et aujourd'hui, c'est regrettable d'avoir des gens comme ça dans un pays comme le Congo, avec son diplôme qu'il a dans le bras. C'est regrettable pour nous, les peuples congolais, d'avoir des gens comme ça qui crient haut et fort dans les médias internationaux qu'au Congo, qu'on n'a personne pour diriger ce pays. Et que le destin est tombé sur ce jeune qui met le chaos total dans ce pays-là, qui est comme une marionnette installée au plus haut sommet d'un grand pays comme le Congo, et pour lequel les gens sont là pour piller, voler, se servir, sans que le peuple puisse bénéficier
d'un destin. Et lui, qu'est-ce qu'il propose? Il propose un mandat à vie pour Kabila. Pour Kinike Moulumba, il ne se pose même plus de questions. Dans son truc, il appelle Kabila désir. Donc, c'est Kabila, c'est à vie carrément. 100 ans. Tout doit être focalisé que sur lui. Le reste du peuple congolais, ou des génies, ou des politiciens, ou des gens qui se battent pour le destin de ce pays, ne sont que rien pour ce pays-là. Donc pour lui, sans Kabila, le pays n'a aucun avenir. D'accord. Monsieur je pense que c'est rigolant d'entendre des choses comme ça, des propos comme ça. Oui. D'abord, l'histoire du Congo nous démontre très bien qu'aucun président ne s'est fait préparer réellement. Tous les présidents viennent dans la scène politique par autre chose et ils arrivent là. Prenons le cas du premier président, Kasavubu. Oui. Il était dirigeant de la BACO. Il est arrivé là-bas par concours de circonstances. Il y a des problèmes spirituels et autres. Oui. Le président Mobutu, pendant ce temps, il était au Katanga, à Kananga, où est-ce qu'il était dans l'armée et tout ça. Et il a dit lui-même comment il est arrivé. On n'attendait pas. On n'attendait même pas le Premier ministre Lumumba prononcer les discours qu'il a prononcés et qui a fait sa mort. Et sa mort, c'est la mort de tous les Bantous depuis ces temps-là. On n'a pas attendu le président Kabila père. On ne l'a pas attendu. Personne ne l'attendait. Il est arrivé. À la fin, on n'a pas attendu non plus le Kabila actuel qui est là. Oui. Nos yeux étaient tous à la conférence nationale, on attendait, mais ce qu'il faut dire, il y a des choses que seul le peuple Muntu peut connaître, comprendre comment les choses évoluent dans ces pays-là. Et la situation politique actuelle, bien que les gens soient manipulés de l'extérieur, bien qu'ils appartiennent à des obédiences qu'on ne citera pas ici, et que ces gens-là, ils ont le pouvoir entre les mains. Mais il y a aussi, dans le feuilleton spirituel et social du Congo, il y a des gens qui ont parlé, qui ont prescrit comment les choses vont se faire. Mais le plus important, que le peuple bantou prenne conscience et dise non. Les jours que tout le bantou, celui qui se dit Muntu, lorsqu'il va dire non, nous allons changer ces pays-là. Et nous ne sommes pas très loin, très loin. Et nous allons les changer, quelles que soient les armes fourbies contre le Congo. Mais le jour que le peuple dira non, eh bien ça sera non. Mais ce n'est pas arrivé, nous y allons, les discours sont là et nous pensons qu'on n'est pas très loin. D'accord. Alors, quel est votre dernier mot par rapport à tout ce que nous avons discuté aujourd'hui? Moi, je dirais au peuple congolais que la libération n'a pas une date. Et que tout le monde prenne conscience et s'embarque dans les mouvements et puis les choses vont aller plus vite que possible. Les enfants d'Israël, les gens qui ont quitté la servitude en Égypte, ils ne savaient pas que ce jour-là, ils quitteraient l'Égypte. Pharaon, qui était un puissant roi, ne savait pas que ce jour-là, c'était la fin de l'esclavage. Ils sont finis. Lui-même a donné le feu vert. Il a dit, allez-y, mais restez dans les parages. Oui. Les enfants d'Égypte, les Israéliens n'ont pas quitté de l'Égypte de force. C'est Pharaon qui leur a demandé de partir. Un jour, ça va arriver pour notre pays. D'accord. Monsieur Robert. La médiocrité de nos politiciens, c'est la médiocrité de nous Bantous. Les Bantous, nous devons prendre conscience, aimer notre pays comme on nous a dit de le haïr, mais aimons ce pays-là. Nous n'avons pas autre chose que ce pays-là. Nous ne l'avons pas choisi. Nous sommes là et nous devons défendre ce pays et nous mettre debout. Exploitons nos différences. Nous sommes de Bantous, nous sommes différents de tous, exploitons cette différence. Et la libération peut venir demain, dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans 1 heure. Mais elle est là, certain que la libération est là. D'accord. Mais M. Mavungu, votre dernier mot? Nous voyons
où nous avons constaté des révolutions passées un peu partout dans l'histoire. La particularité de ce qu'on a connu en Afrique du Nord, dans les pays arabes, c'est que dans les pays arabes, ils ont l'avantage, culturellement, ils ont l'islam comme base. Oui. L'Afrique noire, avec tout ce que l'Occident, l'impérialisme, a fait comme ravage dans ce continent, souffre parce qu'elle n'a pas une âme. Elle n'a pas un fondement culturel. Elle n'a pas une existence concrète qui fait que l'homme africain, l'homme noir, puisse arriver à se situer par rapport à son histoire pour voir quelle destinée qu'il lui faut. Le travail que nous faisons au niveau de la PARECO, c'est un travail de conscientisation. On a tenté ou on a espéré que les vagues qui se sont passées dans certains pays pourra balayer facilement l'Afrique noire, mais on voit que chaque pays a sa spécificité et qu'on ne peut pas faire du copier-coller par rapport à ça. Le peuple congolais, ou le Congo, nous avons notre histoire. Ce qui s'est passé le 4 janvier 1959, on a les mêmes gènes de ces jeunes-là. Donc rien, peut-être aujourd'hui, le nombre de morts qu'on connaît dans ce pays-là est vraiment regrettable, que ça n'aurait même pas dû exister si on s'était tous décidés d'un seul coup, en dehors des cacophonies des politiciens qui dispersent les esprits, pour finir la bataille que notre pays connaît aujourd'hui. Mais qu'on le veuille ou pas, la victoire est au bout, le peuple prend au fur et à mesure, tous les jours son destin en main. On est en train de voir les choses se passer dans le Bas-Congo, pour les gens qui invitent les gens au glissement. Le Mwanda Nsemi a été lapidé à Mwanda. En Palestine, les gens se battent avec des pierres à l'intifada. Ce qu'ils ont fait à Mwanda là-bas, que ça se fasse à Kinshasa, que ça se fasse à Kananga, que ça se fasse à Mbujimayi, que ça se fasse à Lubumbashi, que ça se fasse à Bukavu, dans les Grands Kivu, que ça se fasse dans la province orientale, que ça se fasse dans la province de l'Équateur. Et ça sera terminé. Le pays sera libéré, un point trait. Les gens, ils ont des chars, ils ont des kalachnikovs, ils ont des roquettes. Avec les pierres, si le peuple congolais se lève, le pays sera libéré, comme mon frère a dit, tout de suite et en l'instant, comme ça s'est passé le 4 janvier 1959. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Merci, merci chers téléspectateurs. Et je remercie aussi tous les invités qui ont bien sûr voulu répondre à toutes les questions que nous leur avions posées concernant cette édition spéciale sur la politique de la République démocratique du Congo. Et donc, je vous remercie et donc à nous revoir la semaine prochaine. Merci, au revoir. C'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi. Là, tu n'as pas de choix. Parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie. Pour ce peuple, je m'écris. Tu entends, ils sont...